Le rendez-vous du 19h sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres. Dans les territoires occupés de la Palestine, au moins 4 blessés dans des attaques de colonialistes en Cisjordanie. En Libye, pas moins de 3 champs pétroliers à l'arrêt sur fond d'arrestation de l'ancien ministre des Finances. La Cour pénale internationale ouvre une enquête dans l'affaire des violences présumées dans le Darfour. Et course contre la montre pour l'ONU afin de sauver l'accord sur les céréales ukrainiennes avant l'expiration. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On entame cette édition par la situation dans les territoires occupés de la Palestine. Au moins 4 civils palestiniens ont été blessés jeudi, dont 2 gravement à la suite d'une agression opérée par des colonialistes dans la région de Qalqilia en Cisjordanie occupée, toujours sous protection des forces de la police sioniste. Et le dernier raid sioniste sur le camp de Jenin, qui avait duré 48 heures et avait coûté la vie à 12 Palestiniens, a fortement traumatisé les résidents du camp, spécialement les enfants qui se sont vus obligés de quitter leur foyer pour fuir l'horreur, laissant derrière eux leurs animaux de compagnie à la merci des bombes sionistes. Retrouvés morts, blessés ou choqués, les animaux sont des autres victimes collatérales dont personne ne parle. Les détails avec Souhila Kilel. Au milieu du chaos, il tente un massage cardiaque pour réanimer ce chaton asphyxié au gaz lacrymogène. Des images insoutenables qui traduisent l'horreur qu'ont vécu les habitants du camp de Jenin durant la dernière agression sioniste qui a duré 48 heures. Lorsqu'on parle d'habitants, on ne parle pas uniquement des femmes, hommes et enfants qui occupent le camp. Trop souvent oubliés, les animaux eux aussi subissent de plein fouet les affres de la sauvagerie sioniste. Du haut de ses 3 ans, le petit Jihad s'accroche à la cage de son poussin sans vie. Sur son visage candide, on peut lire de la tristesse. Lui et sa famille ont dû fuir précipitamment les bombardements, laissant derrière eux le petit animal. Il est mort de faim, je suis triste à cause de ce qui est arrivé au poussin. À cause de l'attaque, le poussin n'a pas survécu. Nous n'avons pas pu l'emporter avec nous. Les enfants étaient tristes de perdre le poussin parce qu'ils y étaient tellement attachés. Le poussin est mort et les enfants en ont beaucoup pleuré. Hamza et son chaton ont eu plus de chance. Au moment de fuir avec ses proches, le petit garçon a embarqué avec lui son animal de compagnie. L'avion bombardé, alors nous avons dû quitter la maison. J'ai pris le chat parce que je savais que s'il restait, il allait mourir. Riyad Torokman et sa famille qui résident dans le camp de Jenin ont eux aussi subi de lourdes pertes. 11 de leurs moutons ont été tués pendant le raid. En 2002, ils avaient perdu tous leurs chevaux lors d'un raid similaire. Moi, ma femme et mes enfants étions à la maison à 11h ou à 11h30. Nous avons entendu une explosion. Nous avons regardé par la fenêtre et nous avons constaté qu'ils avaient endommagé la voiture, le tracteur et le fourrage des moutons. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Ils ont brûlé les arbres, ils ont brûlé leur fourrage et ont tiré sur les animaux. Des témoignages qui démontrent combien la vie n'a pas de prix pour certains, qui ne se contentent pas de s'en prendre aux humains, mais s'en prennent également à toute âme qui respire, ne faisant aucune distinction entre les humains et les animaux. Et situation de crise au sein de l'appareil gouvernemental sioniste, le chef du gouvernement Benyamin Netanyahou fait de nouveau face au rejet de réformes judiciaires qu'il a annoncées et qui n'ont pas manqué de susciter l'inquiétude au sein même des alliés historiques de l'entité sioniste. Des centaines de manifestants se sont regroupés devant le domicile de Netanyahou pour protester contre la politique du chaos menée actuellement par le gouvernement, qualifié lui aussi du gouvernement du chaos, alors que des appels à la grève générale, à une mobilisation
mobilisations massives dans la rue lundi prochain sont lancées par les chefs des mouvements de contestation. Nous vous le disions en titre, un certain nombre de gisements de pétrole en Libye ont été fermés dans la foulée de protestations suite à la détention d'un ancien ministre. Selon les observateurs, la perte due à la perturbation des expéditions du pétrole brut nigérian est estimée à environ 225 000 barils par jour. En conséquence, le cours du baril Brent a franchi la barre de 81 $, atteignant ainsi un sommet en 11 semaines. Toujours en Libye, la Haute Commission électorale nationale s'est dit engagée à déployer les efforts pour organiser des élections simultanées pour tous les conseils municipaux dans différentes régions du pays et la mise en vigueur de la loi numéro 20. À noter que l'article numéro 1 de la loi souligne que la Commission est le seul parti responsable de la mise en œuvre des élections générales et des élections des conseils provinciaux et municipaux et leur préparation et leur supervision. L'actualité, c'est aussi au Mali. Bamako poursuit sa lutte contre le terrorisme. Au moins 22 terroristes ont été neutralisés lors d'une embuscade déjouée mercredi par un détachement militaire à Sakoulou, dans le centre du Mali. Le parquet de la Cour pénale internationale a annoncé l'ouverture d'une enquête pour d'éventuels crimes de guerre dans la région soudanaise du Darfour, où au moins 87 personnes ont été enterrées dans une fosse commune, selon l'instance judiciaire internationale. Le point avec Imen Merad. La Cour pénale internationale a annoncé jeudi dernier avoir ouvert une nouvelle enquête pour crimes de guerre dans l'ouest du Soudan, plus précisément dans la région du Darfour. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a dévoilé un rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que le Soudan vit depuis quelques mois une crise conflictuelle en raison d'un bras de fer entre l'armée du pays et les forces du soutien rapide. That our mandate pursuant to Security Council Resolution 1593. Conformément à la résolution 1593 du Conseil de sécurité qui est en vigueur, en ce qui concerne les crimes relevant de notre juridiction, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, et tout individu reconnu coupable de ces crimes dans nos juridictions, eh bien, ils feront l'objet d'une enquête. Et en fonction des évaluations des juges indépendants de la CPI, nous mettrons tout en œuvre et ne ménagerons aucun effort pour garantir qu'ils soient tenus responsables dans le cadre de procès équitables et indépendants. Au Darfour, environ 300 000 personnes sont décédées depuis le début de la guerre civile. Selon l'ONU, en juin dernier, au moins 87 corps ont été enterrés dans une fosse commune dans cette région, des crimes attribués par l'ONU aux forces paramilitaires et leurs alliés. Karim Khan estime que l'absence de justice pour les crimes au Darfour au début des années 2000 avait semé les graines de ce dernier cycle de violence et de souffrance. Selon le rapport, il y avait une détérioration encore plus importante de la coopération des autorités soudanaises, et ce, bien avant les derniers conflits. Une accusation rejetée jeudi par l'ambassadeur soudanais à l'ONU, El-Harith Idriss El-Harith Mohamed, assurant que son gouvernement avait toujours coopéré avec la CPI. À noter que la CPI avait déjà été saisie en 2005 par le Conseil de sécurité sur la situation dans cette région et avait émis un mandat d'arrêt contre l'ancien dirigeant Omar El-Bashir, comprenant des allégations de génocide. Et le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Dai Bing, a appelé les parties belligérantes au Soudan à cesser les hostilités. Pékin dit espérer que toutes les parties au Soudan donneront la priorité à la paix et au bien-être du peuple, chercheront à dialoguer et cesseront les hostilités afin d'éviter une crise humanitaire plus grave. Actualité continentale toujours, le Nigeria tire la sonnette d'alarme quant à la situation alimentaire au pays. Le président Bola Tinubu a déclaré l'état d'urgence en matière de sécurité alimentaire dans le pays et a annoncé plusieurs mesures décisives avec effet immédiat.
Du nouveau dans le dossier du barrage de la Renaissance qui divise l'Éthiopie et l'Égypte, car à la suite d'une rencontre entre le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy et le président égyptien Abdel Fattah Sisi à Addis Abeba et le Caire convient d'arriver à un accord d'ici 4 mois, et ce en entamant des négociations accélérées. Lors de leur rencontre, les deux dirigeants ont fait part de leur désir commun de réaliser leur intérêt mutuel et d'assurer la prospérité de leurs peuples respectifs tout en contribuant à la stabilité, à la paix et à la sécurité dans la région. En Afrique de l'Est, durant 3 jours, la tournée continentale du président iranien Ebrahim Raïssi s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et un nouveau redéploiement de Téhéran. Le point avec Tinine Al-Makassi. Dans un monde marqué par de grands bouleversements politiques et les risques d'une crise économique globalisée, l'Afrique se doit de répondre aux multiples défis auxquels elle fait face. Accès sécuritaire, développement et intégration continentale sont en tête de sa liste des priorités. Et pour y parvenir, l'Afrique multiplie ses partenariats et veut planter les jalons d'un renouveau géopolitique mondial. Un thème sur lequel le continent se penche depuis l'avènement des mouvements indépendantistes. En Algérie, en Guinée, au Ghana ou encore au Burkina Faso et en République démocratique du Congo, pour n'en citer que cela. C'est dans ce sillage que semble d'ailleurs s'inscrire la mini-tournée du président iranien en Afrique de l'Est. En effet, Raïssi a fait escale à Nairobi, Kampala et Harare, avec à la clé la coopération bilatérale, énergie, transfert de technologie en priorité. Entre l'Afrique et l'Iran, l'histoire d'amour n'est pas récente. Elle est enracinée dans l'histoire entre les empires africains précoloniaux et l'ancienne Perse. Des relations presque naturelles en raison de la proximité géographique entre la côte africaine et le golfe Persique. Il est clair qu'au-delà du passé, la tournée africaine de Raïssi est aussi celle de la réelle politique. Depuis l'offensive russe en Ukraine, les stratégies diplomatiques se redéploient pour les pays africains et sud-américains ainsi que certains pays d'Asie, notamment les pays membres des BRICS. L'enjeu est clair, il s'agit de mettre en place de nouveaux rapports mondiaux visant à des relations saines et équilibrées entre le Nord et le Sud. À quelques jours de l'expiration de l'accord sur les céréales ukrainiennes, les Nations Unies tentent une dernière manœuvre afin d'assurer son prolongement, alors qu'Ankara assure que Moscou a donné son aval pour le maintien de l'accord. Safouane Ben Sabri. Plus que 2 jours et 3 heures avant l'expiration de l'accord sur les céréales en mer Noire, le compte à rebours est lancé alors que rien ne garantit pour l'heure la reconduction de l'accord mis en place en juillet 2022 en plein conflit ukrainien. La Russie, de son côté, joue la montre. Vladimir Poutine a menacé hier de se retirer de l'accord en raison du non-respect selon lui de la clause sur l'exportation d'engrais russes. Il accuse en outre l'Ukraine de se servir des couloirs maritimes prévus par l'accord pour attaquer la marine russe à l'aide de drones. Le secrétaire général des Nations Unies est monté au créneau en exhortant Vladimir Poutine de prolonger l'accord. Recep Tayyip Erdogan, autre acteur majeur de l'initiative, a quant à lui assuré que Moscou devrait vraisemblablement donner son aval pour le prolongement. Comme vous le savez, nous nous préparons à accueillir M. Poutine en Turquie en août et nous sommes d'accord pour que l'accord céréalier de la mer Noire soit prolongé. M. Guterres a également envoyé une lettre à M. Poutine. Pour Ankara, l'accord céréalier revêt une certaine importance. Il permet à la Turquie d'asseoir son rôle de médiateur dans le conflit ukrainien. La question revêt un enjeu global. Plusieurs pays, notamment africains, dépendent grandement des importations de blé ukrainien pour assurer leur sécurité alimentaire. Le président des États-Unis, Joe Biden, et les dirigeants des pays nordiques ont tenu un sommet hautement symbolique en Finlande. La réunion s'est déroulée dans la salle des miroirs au palais présidentiel finlandais. Durant la rencontre, le président américain a souligné le caractère historique du sommet de l'OTAN qui s'est achevé mercredi dans la ville de Vilnius après 2 jours de réunion auxquelles la Finlande a participé pour la première fois en tant que membre à part entière.
Zoom sur le secteur des mines en Algérie. Le pays a mis en place une stratégie ambitieuse pour développer cette activité. Après le gisement de Gardbilet au sud et celui de Jebel Ankh à l'est, c'est au tour du gisement de Oued Amizour dans le centre du pays de faire valoir ses atouts, le zinc et le plomb. Les détails avec Kherdin Batache. L'Algérie en ordre de bataille pour relancer le secteur minier. Plusieurs projets sont inscrits à l'ordre du jour. Des projets réputés pour leur caractère structurant vis-à-vis de l'économie nationale et du secteur de l'industrie. Le gisement minier de Oued Amizour dans la région centre du pays en fait partie. Un projet mené conjointement avec l'Australien Terramine permettra à l'Algérie d'exploiter sous peu 34 millions de tonnes pour une production annuelle de 170 000 tonnes de concentré de zinc. Ces chiffres confirment l'importance de ce projet qui va permettre de réduire la facture d'importation par la satisfaction du besoin national et l'augmentation des recettes en devises par l'exportation de l'excédent de la production. Il permettra également la création de pas moins de 700 postes d'emploi et contribuer ainsi à l'essor économique de la région. Les études de faisabilité ont montré qu'il s'agit d'un projet économiquement rentable avec des retombées certaines pour la région et pour le pays. En mai dernier, le président Abdelmajid Tebboune a instruit le gouvernement d'accélérer la mise en œuvre du projet afin qu'il puisse entrer en exploitation dans les plus brefs délais. Une exploitation qui permettra à son tour à l'Algérie de se repositionner sur l'échiquier mondial du secteur des mines en Afrique en consolidant sa base industrielle car de nouvelles matières premières produites localement seront mises à la disposition des industriels. De quoi renforcer encore un peu la souveraineté économique du pays et la résilience du secteur industriel. Et un mot sur le 4e art. Le théâtre italien était à l'honneur hier en Algérie à l'occasion de la mise en scène de la pièce Ultima Estate ou Le Dernier été. L'œuvre traite l'engagement civil des juges Borsellino et Falcone, érigés après leur assassinat au rang de martyrs de l'État italien. Il y a une compréhension aussi politique réciproque importante, beaucoup de chaleur entre le peuple, mais aussi beaucoup d'entente sur les grandes questions régionales. La Libye, maintenant la situation en Tunisie, la cause palestinienne. Donc il y a beaucoup de points de contact. La situation dans le Sahel, où on partage les mêmes préoccupations. Donc je crois que c'est une relation qui monte et on est très proche. Et pour nous, l'Algérie, c'est en Afrique une ancre de stabilité. Et donc, on veut intensifier cette collaboration dans les mois et les années à venir. C'est inspiré d'une histoire vraie, l'histoire de deux juges assassinés dans la même époque, dans la même période. C'est pour cela qu'on dit le dernier été, parce que c'est leur dernier été. Et donc, inspiré par une histoire vraie et raconte un peu l'engagement civil de ces deux juges et leur passion pour les droits. Du théâtre, on passe au sport. J-1 avant la fin des Jeux arabes en Algérie. Les athlètes algériens se sont notamment distingués hier dans le karaté avec 3 médailles d'or. Mais la journée d'aujourd'hui est marquée par la finale du handball qui opposera dans quelques instants l'Arabie Saoudite au Qatar, au complexe sportif d'Oran, où nous allons retrouver avec nous en direct notre envoyé spécial Faisal Salah. Faisal, bonsoir. Bonsoir Amine, je me trouve à la zone mixte d'après-match d'Algérie contre l'Irak. Une 3e place pour l'Algérie, une médaille de bronze après un match très intense, très disputé entre l'Irak et l'Algérie. Une victoire de l'Algérie sur le score de 31-29. Aujourd'hui, on a vu 4 prolongations pour voir ces deux équipes se séparer et pour voir l'Algérie remporter la médaille de bronze. À 19h30, il y aura le match, le derby du Golfe entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Une finale, une médaille d'or en jeu entre ces deux équipes, ces deux nations. C'est pas une surprise, on connaît très bien l'équipe du Qatar en handball. Elle est devenue une équipe redoutable dans le monde entier. Par contre, l'Arabie Saoudite, c'est une équipe qui a eu beaucoup d'équilibre et surtout que
ces joueurs ont des automatismes parce qu'ils jouent ensemble pendant 10 ans. L'Algérie aujourd'hui est dans une phase de construction. Derrière moi, il y a l'entraîneur de l'équipe nationale, Salah Bouchoukiou, qui est en train de donner ses déclarations d'après-match, après la victoire, une remontada algérienne. Les Algériens ont été sur les 2 premières mi-temps en train de courir derrière le score, une égalisation à la dernière minute, puis les prolongations, et l'Algérie a pris le dessus contre l'équipe irakienne. Je pense que le clap de fin sera annoncé, de la compétition sera annoncé juste après le match du Qatar face à l'Arabie Saoudite. Oran a abrité 5 sports. Très bien, merci beaucoup Faisal Salah. Et que le meilleur gagne pour la finale du handball entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Merci beaucoup Faisal Salah, vous étiez avec nous en direct et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.